Bonsoir à tous. Bonsoir, on se retrouve ce soir pour parler de nous autres, les deux titres sont valables. Livre de 230 pages, paru en 1924, dont l'auteur est Evgeny Zamyatin et que vous devriez pouvoir trouver normalement au prix de 9 €. Alors, on va s'attaquer ici à quelque chose dont je parle peu, voire pas dans mes vidéos, en tout cas jusqu'à présent, c'est-à-dire l'utopie. L'utopie, l'anticipation, la contre-utopie, la dystopie, appelez cela comme vous voulez selon l'œuvre. Disons que cela ressort un petit peu de la même idée de futur plus ou moins totalitaire. Ça n'est pas quelque chose qui m'attire en général parce que si ce qui ne fut pas me plaît, c'est surtout ce qui ne fut pas dans notre passé, pas tellement dans notre avenir. Je préfère le souvenir à la vaticination, c'est comme ça. Mais malgré ce dédain, eh bien, il faut reconnaître à l'imagination puissante de certains auteurs une certaine préscience, ou en tout cas une sensibilité bien dirigée, dont nous sommes pour la plupart dépourvus. Et moi encore plus, il me faudrait être bien plus optimiste pour envisager un futur totalitaire. Et si je parle de cette œuvre aujourd'hui, eh bien c'est de par son contexte du bolchevisme naissant déjà, et parce que Nous est un livre que je pense, je peux me tromper, mais que je pense méconnu, avec des qualités et des défauts certes, mais qui a surtout pour lui d'être le premier vrai roman de contre-utopie ou dystopie, peu importe. Et le livre n'étant pas excessivement long, mon propos ne le sera pas non plus. Alors commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Alors Evgeny Ivanovitch Zamyatin, que vous voyez là, c'est un écrivain russe né en 1884 à Lebedian, petite ville de la province de Tambov, d'un père pop orthodoxe, qui ne lui lèguera pas sa foi cependant. Après des études somme toute classiques, il se tourne vers la construction navale à l'école polytechnique de Saint-Pétersbourg et mènera donc par la suite ce genre de vie un petit peu bifide des écrivains du temps, et d'une part des écrivains du jour aussi d'ailleurs, double métier, ingénieur et écrivain. Mais il est aussi l'homme d'une vie semi-aventureuse, ce genre d'hommes et de vie que la Russie produisait à la chaîne à cette époque, on en a vu quelques-uns déjà. Participant à la Révolution en 1905, comme tout fils de pop qui se respecte, il est arrêté par le Krana, relégué à l'isolement pendant plusieurs mois, et assigné à résidence dans sa province. Il sera exilé à plusieurs reprises de toute façon. Dès 1906, il ne supporte plus sa province orthodoxe et bien trop ancien régime, et il s'installe secrètement à Helsinki, capitale du Grand-Duché de Finlande d'alors, ce monde de Linnankoski dont on a parlé il y a quelques semaines avec Fugitif. Rentré illégalement à Saint-Pétersbourg, il est à nouveau arrêté en 1911, à un moment où il avait alors entamé sa carrière d'écrivain, et donc ses publications sont l'occasion de nouvelles sanctions. À 30 ans, en 1914, il fait donc partie de cette large génération qui a connu le tribunal tsariste, la prison et le bannissement. Toutefois, il est amnistié en 1913 et on le retrouve en 1916 en Angleterre, supervisant la construction d'un navire brise-glace pour l'Empire russe, celui qui deviendra le Krassin, légende en la matière, toujours rutilant que vous voyez là, puisque après tout, comme on l'a dit, il est ingénieur naval avant d'être révolutionnaire. Vous l'avez compris par son parcours, il est plutôt bolchevique de sensibilité, et donc il est bien entendu de retour en Russie en septembre 1917, et il accompagne le souffle et l'élan qui soulèvent le monde artistique de l'époque. Enfin de l'époque, disons d'après la guerre civile, ou au moins de sa fin, puisque ça aura une complétude assez rapide par la reprise en main du régime. Il devient à ce moment-là un personnage important de la scène littéraire soviétique, mais l'homme n'est pas un idéologue du parti, il était un défenseur avant tout, convaincu et sincère de la liberté, il y en avait, se battant contre le pouvoir oppresseur à la base, mais quelle que fût sa nature. Et avoir troqué un régime pour un autre presque de même nature, malheureusement ne le satisfit pas. D'abord donc il quitta le parti, et devint de plus en plus critique envers ce dernier, il était de ces vieux bolcheviques déçus, et il devint rapidement suspect pour les écrivains prolétariens, chez qui l'art n'avait que pour seul critère l'utilité à la révolution.
Au cours des années 1920-1921, il écrit nous autres, dans sa première traduction française de 1929, peu importe. Le livre est publié par divers moyens et grâce à son envoi par l'auteur notamment, il est publié d'abord en anglais à New York en 1924 et il est bien entendu instantanément censuré en URSS et Zamiatin devient interdit de publication pour cause d'antisoviétisme. Le roman sera un immense scandale politico-littéraire dans le pays et inspirera Orwell, on y reviendra. C'est le temps... on en a aussi parlé, je crois que c'était avec Bulgakov, mais peu importe, c'est le temps où le régime affermi tente de museler certains acteurs culturels trop indépendants, qui pensent que la liberté n'est pas subordonnée au bolchevisme et qui critiquent la constitution d'une caste de poètes fonctionnaires occupés à chanter les louanges d'un parti. Des critiques illustrant forcément un déviationnisme bourgeois. Inquiété par la GPU, démissionnaire de l'Union des écrivains soviétiques, auteur avec ce livre, selon l'encyclopédie littéraire soviétique, je la cite, d'un infect pamphlet contre le socialisme, eh bien il est un des premiers déviationnistes persécutés et écrit, comme Bulgakov d'ailleurs, et sur son conseil, à Staline pour être autorisé à quitter l'URSS. Mais lui, à l'inverse de Bulgakov, ne demande pas à ce qu'on le laisse travailler ni ne propose d'alternative, la valise ou le cercueil, quoi, en quelque sorte. Et il est autorisé à quitter le pays et se rend en France en 1932 pour mourir à Paris en 1937, s'il y avait encore besoin de souligner le profond lien entre les deux pays en temps de troubles à nouveau. On n'a pas fini d'en parler dans le cadre des écrivains russes. Mais cependant, différence notable, eh bien lui n'a pas quitté la Russie en vaincu comme la plupart des émigrés, la plupart sont bien entendu des Russes blancs, il l'a quitté en révolté et sera le premier d'une longue série sans jamais rompre réellement avec la mère patrie. Même si, en l'occurrence, il faudra attendre 30 ans pour qu'un autre écrivain prenne le risque de faire parvenir son manuscrit interdit à l'étranger. Pasternak en l'occurrence, mais je ne développe pas plus parce que l'on en reparlera de ce dernier, c'est sûr. Les Russes, eh bien, ne pourront lire librement le livre de Zamiatin, eux, qu'en 1988, ce qui est plus tôt que tous ceux qui ne l'ont pas encore lu ici. Triple contexte donc. Celui de l'auteur, celui du livre et sa postérité, et puis ensuite le mien. Le premier contexte est simple, que peut écrire un auteur russe en 1920 ? Eh bien, nécessairement deux types d'œuvres. Le premier type est bien la glorification d'un régime qui, malgré les problèmes qui s'annoncent, est le vainqueur de l'ordalie de la guerre civile et n'a pas encore tous les défauts qu'on lui connaîtra, dans une scène artistique réellement encore foisonnante. Ou alors, eh bien, conséquence de ce foisonnement, deuxième type, eh bien, une œuvre en avance sur son temps, ou à part, il n'est pas le seul, et en l'occurrence pour Zamiatin, une œuvre qui fera de lui, eh bien, le père, l'un des pères, ou peut-être même effectivement le père de la contre-utopie, ainsi que l'un des premiers dissidents de l'URSS. Il n'était pas difficile pour un homme épris de liberté, ce mot galvaudé aujourd'hui que certains ressentaient dans leur chair et pour lequel eh bien, ils avaient sacrifié beaucoup, de faire la critique eh bien, d'un tel régime, j'ai envie de dire urbi et orbi, symboliquement et réellement. Zamiatin, comme Bulgakov, comme d'autres, est le symbole de ce dont la littérature russe a été privée pendant presque un siècle, en tout cas dans l'ampleur qu'elle aurait pu avoir. Ou peut-être d'ailleurs que les privations ont créé le génie et donneront naissance à toute une littérature du risque et de l'impossible. Peut-être que l'on n'aurait pas de Pasternak, pas d'une part de Bounine, pas de Nabokov, pas de Solzhenitsyn sans la férule bolchevique. Ce livre connaîtra donc, on s'en doute, une immense postérité. Satire politique de l'état policier ou totalitaire, même si le mot est quelque part encore en formation, satire de l'arbéa prolétarien, satire contre le socialisme scientifique, satire aussi du collectif unifié, donc quelque part de la prétention bolchevique à cette collectivisation. Il est certain qu'Orwell s'en est inspiré pour 1984, qu'il publiera 25 ans plus tard, le reconnaissant d'ailleurs sans problème, il l'avait reçu lui en 1924. Orwell avait d'ailleurs noté les similitudes avec le meilleur des mondes, mais Huxley lui, prétendra toujours avoir commis une œuvre entièrement personnelle. Bon, pourquoi pas, là n'est pas le sujet de toute façon. Il est évident
que Zamyatin reste le père de la contre-utopie, un père à des qualités et des défauts, on le verra. Contre-utopie qui n'est pas forcément d'ailleurs la dystopie dans laquelle Wells ou London avaient déjà versé, mais enfin, on entre là dans des distinctions wikipédesques sur lesquelles je n'ai pas autorité, et franchement, peu importe, disons qu'il reçoit au maximum un héritage léger et laisse une bien plus grande postérité. Ce qui nous amène en dernier lieu à un contexte plus personnel. Je n'ai aucune appétence pour ce genre d'œuvre, comme je l'ai dit, je n'ai jamais lu 1984, j'ai lu Le Meilleur des Mondes il y a longtemps, je lui reconnais une certaine valeur, mais sans que cela ne me bouleverse non plus, en tout cas pas autant que certains autres lecteurs. Je respecte éminemment ses livres, mais la contre-utopie, dystopie ou contre-utopie, peu importe, hein, j'imagine que ce sera selon le goût de chacun, ça ne m'attire pas, ça a tellement été fécond qu'on en est irrigué, et pourtant pas vacciné, ça continue par ces œuvres bien qui se heurtent sans cesse au présent. Ce qui m'a surtout attiré chez Zamyatin, eh bien, c'est sa qualité de précurseur et de bolchevique, je l'ai dit aussi. Mais voilà, ça m'a pas bouleversé plus que le reste. Alors que dire en quelques lignes pour fixer le cadre du propos ? Eh bien, un millénaire après notre époque, le monde est devenu un état unitaire sous une cloche de verre. Tout y est régulé et le moindre écart est puni de mort. La nation est construite dans un univers panoptique et transparent et elle est régie selon les principes du taylorisme. Tout le monde est en uniforme, tout le monde marche au pas et fonctionne selon un calendrier et des lois strictes. Préside dans tout cela la logique, la raison et les mathématiques. Les hommes sont devenus des numéros, et le roman est in fine celui d'une libération ratée. Mais le cycle de la révolution, comme vous le savez, est infini. Alors, êtes-vous prêts pour la vie de Vert ? Nous voilà face au journal d'un homme, d'un numéro à destination des autres mondes. En effet, dès 503, notre héros est un homme de la ligne droite, un mathématicien de l'état unitaire, le constructeur de l'intégrale, la machine qui doit faire la conquête de l'univers. Parce que, comme vous le savez, le bonheur s'exporte toujours vers ceux qui ne l'ont pas encore découvert. C'est son principe, comme le fait qu'il ne l'ait pas demandé les conquis en question. Il est un homme heureux, le traducteur de ce que pense le nous unitaire, fasciné par l'harmonie de la contrainte. Il est aussi un homme amoureux, mais l'amour ne peut pas tout. La vraie question est la régulation et la contrainte. On ne couche pas ensemble en dehors des jours prescrits par la lex sexualis. Il faut bien des expédients physiques quand même, hein, la question du bonheur n'ayant pas encore trouvé sa complète résolution encore, même dans cette société. Donc il faut trouver quelques expédients. La sexualité est un mal nécessaire. Ce sont, si l'on peut dire, les vieilles traces de l'humanité pas encore dépassées. Vous avez ici en illustration, je crois que c'est un film allemand de 1982 sur le livre, mais peu importe. Nous voilà quand même dans une société bien ordonnée par les tables du temps. Je cite. Chaque matin, avec une précision sextuplée, à la même heure et à la même minute, par millions, nous nous levons comme si nous ne faisions qu'un. À la même heure, par millions, nous nous mettons unitairement au travail et le soir, unitairement, nous terminons notre journée. Heures privatives et normes maternelles régissent la reproduction. Fini la bestialité, place à la rationalité et au ticket rose autorisant à baisser les stores, sinon toujours ouverts, un monde de tous, à la vue de tous. Eh bien ce monde, il a surgi de la guerre entre villes et campagnes, guerre séculaire, souvenir peut-être de la révolution bolchevique, hein, l'auteur n'échappe sans doute pas à son vécu. Les hommes avaient vaincu la faim, il fallait que le nouvel État unitaire triomphe du second maître du monde, l'amour par sa mathématisation. Je cite la loi, tout numéro a droit, en tant que bien sexuel, à tout autre numéro. Puissance de la logique. Voilà qu'une intrusion se fait par hasard ou non d'ailleurs, dans son existence. Un deuxième numéro, cette curieuse I-330, derrière ses yeux, quelque chose se passe. Elle enfreint les règles, elle fume, elle boit, et pourtant notre homme ne bronche pas. Il en rêve même, alors que, je cite l'auteur, nous savons que rêver est le signe d'une maladie psychique grave.
Pourrait-elle, cette I-330, faire partie de ceux qui attendent au jour bienfaisant de l'État ? Après tout, je cite à nouveau, la liberté et le crime sont aussi étroitement liés que le mouvement d'un aéronef et sa vitesse. Si sa vitesse égale 0, il ne bouge pas. Si la liberté de l'homme égale 0, il ne commet pas de crime. C'est clair. Pourtant, malgré cela, D503 ne peut se résoudre à faire son devoir et se rendre au bureau des gardiens pour accomplir un haut fait, pour trahir sur l'autel de l'État unitaire les gens qu'ils aiment, leurs amis, eux-mêmes. Encore une fois, Zamyatin était sans doute bien placé et dans le monde adéquat pour en parler. Ici, je crois que c'est l'image d'un film de 2016, film russe qui n'est jamais sorti, mais là encore une fois basé sur le livre. En même temps, la peine est simple pour ceux qui transgressent les lois raisonnables de la société droite et géométriquement parfaite. La peine, la mort, dispensée par le bienfaiteur, le grand ordonnateur du monde, dans une cérémonie publique, la transformation en cendre instantanément du numéro. Et en plus, voilà que I330 choisit notre D503 dans le cadre de la loi sexuelle. Viennent les questions. Il y a 2 mois. Le premier D503, le numéro D503, et un autre. Voilà donc pour notre héros une bien inquiétante dissociation du nous par l'individu. Alors certes, vieux thème que l'amour, passons cela à l'auteur, le roman est profondément sensuel comme beaucoup de la littérature russe, en tout cas d'un sentiment humain et unique qui fait passer du nous au jeu. Et lorsqu'on est jeu, on commence à se dire tu, c'est logique. Et l'on forme une fraternité de gens libres, de gens dispensés de travail, on a des amis, on s'accouple sans biais de l'État unitaire, on intègre donc cet informel nomenclaturat des exclus volontaires du collectif par un statut d'exception. Le diagnostic est donc terrible, notre mathématicien raisonnable a développé une âme. Mais le docteur qui livre le diagnostic n'est-il pas lui-même un membre de la conspiration ? Les questions tourmentent la rationalité de notre homme numéro. Et si la bête, cet être aux yeux jaunes, planqué dans son tas de feuilles, inepte et malpropre, était plus heureuse que nous ? Alors, quand toutes ces questions se posent, on commence à vivre à l'écart des autres, l'écart mental, le pire de l'État unitaire, l'exclu volontaire. Mais notre homme n'est pas seul. Les incidents se multiplient, voilà même que des citoyens prennent des initiatives attentant à l'État unitaire. Pourtant, si nous vient de Dieu, moi du diable, D503 reste désespérément séparé des autres, le voilà devenu un diable. Les murs séculaires de l'État unitaire chancellent, des voix dissonantes résonnent, tout le connu a pris fin, du nouveau, de l'invraisemblable, de l'inouï. La réponse est tout simplement qu'il existe encore un monde en dehors de la muraille et de la cité parfaite. Un monde inconnu de ses habitants, un monde libre, un monde sauvage. Plus encore qu'un monde, on y trouve des hommes, des humains, des hommes et des femmes infiltrant une cité qui rêve de l'unité asservissante pour la galaxie. Et, je cite l'auteur, « L'homme, c'est un roman. Avant d'avoir lu la dernière page, on ne sait pas comment cela finira. Sinon, à quoi bon lire ?» Déjà se met en place la répression. Les yeux et les oreilles du bienfaiteur sont partout, alors on parle simplement du temps qu'il fait et l'on réalise que l'orage arrive. Le but de la révolte est de s'emparer du vaisseau qui part à la conquête de l'espace, l'intégrale donc, et son constructeur D503. Et le but final, c'est la révolution. Je cite à nouveau. Et comment veux-tu qu'il y ait une dernière révolution ? Les révolutions sont en nombre infini. Il n'y en a pas de dernière. La dernière, c'est pour les enfants. Les enfants ont peur de ce qui est infini. Dieu merci pour la cité, le bienfaiteur sait prendre des mesures. La dernière intervention de l'État unitaire saura priver par opération chirurgicale l'homme de son imaginaire. La machine la plus parfaite, supprimer le désir, c'est supprimer la souffrance. Mais pourtant, D503 chemine encore seul. Tout le monde est sauvé, mais pour moi il n'y a pas de salut. Je ne veux pas le salut. Finalement, au jour de l'essai prévu, au jour de la révolution, tout échoue. Malgré tout, la civilisation rationnelle flanche sur la révolte, mais nous n'en saurons jamais plus, elle se passera sans le lecteur. Et D503, notre héros, lui, ne voit plus les choses ainsi. Ayant subi la grande opération, il est redevenu un tracteur, un humain rationnel, et il peut assister sans cire à la torture et à la mort d'I330. Nous vaincrons,
parce que la raison doit vaincre. Alors, liberté ou bonheur, quel camp, camarades? Je cite notre chère Zamiatine. J'ai écrit pour ceux qui ne savent pas seulement marcher, défiler au pas cadencé, mais qui ont des ailes pour voler. Alors en premier lieu, sur l'objet en lui-même, le livre, je n'entrerai pas dans la bataille autour des traductions, il y en a, ni sur le titre, nous ou nous autres, peu importe, on prend ce que l'on a entre les mains. C'est toujours l'État totalitaire qui se reconnaît et donne du crédit à un auteur, et ici, eh bien, le régime soviétique n'échappe pas à son miroir de l'âme. Voilà ce que l'on dit de ce livre dans les organes officiels à l'époque. Je cite. Zamiatine est l'auteur d'une parodie scandaleuse du communisme. Tout est dit. Tout est dit de l'ironie d'une attaque délibérée contre les délires bolcheviques expansionnistes, visant à forcer, peut-être pas la galaxie, mais disons le monde à être heureux en acceptant l'absolutisme d'un État et de son chef. Mais personne ne demandait à l'URSS de se reconnaître dans ce qui n'est qu'une contre-utopie 1000 ans dans le futur. C'est toute l'ironie du paradoxe, se reconnaître trait pour trait dans un portrait que l'on dénonce comme dissemblable. Et c'est eh bien, le travail de l'auteur que de trouver un moyen de dénoncer ce qu'il voit et ce qu'il vit, en espérant avoir trouvé le moyen de le faire. In fine, qui est le bienfaiteur, où sommes-nous? Bien jamais nous ne le saurons, et dans le fond, ce n'est pas vraiment ce qui importe. Alors bien sûr, la contre-utopie est toujours intéressante, on aime à savoir ce que les hommes de ce temps imaginaient de pire, et quelque part ce que nous avons récolté. 100 ans plus tard, en l'occurrence. Quasiment pile poil. Je reconnais, à titre personnel, à ce genre d'œuvre, cette immense qualité. Le défaut superficiel, à mon sens majeur, de ces œuvres, c'est le diable du détail. En effet, comment croire à ce simple roman lorsque les hommes sont incapables d'imaginer que l'on puisse écouter une autre musique que la musique classique dans 1000 ans, ou que nos successeurs serviles, eh bien, s'exprimeront dans une langue aussi pure et s'écriront encore des lettres pour correspondre de façon épistolaire. Nous sommes finalement des hommes qui sont impossibles à extraire de notre temps, en tout cas dans sa totalité. Le discours, à mon sens, est donc occulté par l'impossibilité d'imaginer que le futur sera toujours pire que le pire des futurs, que nous serons transformés en plus d'être dominés. Néanmoins, on objectera à juste titre que là ne se trouve pas l'intérêt de l'œuvre, et c'est tout à fait vrai. C'est au service d'une cause, d'un idéal, et pas forcément de la réalité. C'est simplement une difficulté que je pointe en tant que lecteur, et dans laquelle tout le monde ne se reconnaîtra pas, c'est naturel. Mais moi, c'est aux entournures ce qui me dérange parfois, je le reconnais. On peut résumer cela au choix du Jardin d'Éden, qui est eh bien, l'une de ces grandes énigmes que l'humain porte avec lui. Ou le bonheur sans liberté, ou la liberté sans bonheur. Des esprits chagrins diront que l'opération est plus complexe que cela, mais philosophiquement, les deux concepts sont bien plus associés que le discours libéral qui relie la liberté et le bonheur. Chacun de nous porte en lui Dieu et diable, et notre liberté nous donne la nostalgie des chaînes, on le voit aujourd'hui, quand les chaînes rendent encore plus tentante la saveur inconnue de la liberté. On essaye rarement de se libérer d'un régime qui nous offre des libertés, au contraire, on se laisse bien souvent asservir. C'est quelque part le sens et le cycle de la chose. Plus vous êtes libre, plus vous serez asservi, plus vous êtes asservi, plus vous serez libre. D'ailleurs, le roman en lui-même est éminemment chrétien, c'est une sorte de paradis où D503 serait Adam et I330 serait Ève, critique de la religion organisée, mais aussi, bien entendu, des excès d'une société athée militante. La société, bien entendu, dans laquelle il vit. Et cet Adam et cette Ève, eh bien, c'est aussi l'éveil sentimental, le contraire absolu de la raison. L'histoire nous le prouve et nous l'a prouvé à maintes reprises, l'émotion n'a pas sa place. Dans le monde de la science et du raisonnable, elle en est l'ennemi. Ce qui est, bien entendu, vous comprenez par là, la problématique du scientisme. Encore une fois, lire cela dans un strict aspect politique est nourrissant, mais nécessairement limité. Beaucoup d'auteurs avant, beaucoup d'auteurs après sont venus dire la même chose, des choses vraies, des erreurs, des vaticinations et des délires de livres d'une époque. Toujours, à mon sens en tout cas, le plus intéressant est l'archétype et l'homme au milieu de tout ça. Et la nécessaire réflexion sur l'état de notre société par rapport à ce qui était, et ce qui était vu comme pouvant être pire encore.
Et il faut être honnête, la chose, et elle n'a en aucun cas l'aspect de notre vie actuelle quotidienne, a quand même une saveur contemporaine, c'est un fait, dans notre monde où tout doit être exposé au nom de la pureté des intentions et où l'intrusion dite bienveillante est permanente dans l'intimité au nom d'une construction artificielle de l'harmonie collective. Nous devenons quelque peu, c'est sans doute vrai, des D503 nous-mêmes, tout est régulé pour la construction d'un bonheur dans lequel on n'est pas sûr de se reconnaître, et bien des auteurs ont dénoncé cette tentation artificielle, payée bien souvent de la fin de nos libertés naturelles, qui sont nos vraies libertés. On peut penser à Bernanos par exemple. Et donc la question de notre bonheur et de notre liberté se pose bien entendu encore, de même que celle du nous et du je dans la société. Qu'est-ce qu'il reste de ce nous? Quelle place pour le je? Et quel équilibre pour les deux? Il ne s'agit pas ici, en tout cas à mon sens, ça n'est que mon interprétation personnelle, il ne s'agit pas ici chez Zamiatine d'individualisme néfaste, mais plutôt de la critique de la destruction de l'individu et de son potentiel d'anarchie créative par la masse. C'est bien entendu une critique artistique proche de celle de son collègue Bulgakov. Je le cite, « La poésie, aujourd'hui, ce n'est plus le sifflet effronté du rossignol. Qui dit poésie dit service de l'État. Qui dit poésie dit utilité. » D503 est une victime volontaire, trahi d'ailleurs probablement. Il est donc l'un de ces insectes broyés par l'histoire sur l'autel des grandes causes, la révolution comme d'autres. C'est évidemment la conséquence de la course prométhéenne de l'humanité vers le bonheur et le plaisir, et donc, in fine, après le triomphe de la révolution bolchevique, du progressisme totalitaire. À l'échelle de la masse, eh bien, ce bonheur, ce progrès ne pourra ressortir que de l'uniformité, qui d'ailleurs n'empêche pas la réclamation minoritaire, hein, mais il est vrai que si vous prenez ces réclamations de genre ou que sais-je aujourd'hui, et vous verrez qu'elles ne visent à être considérées non plus dans leur spécificité, mais plutôt dans l'inclusion dans le collectif, hein, que ce soit du détail, hein, mais je sais pas, le mariage pour tous, les compétitions sportives ouvertes au troisième sexe, peu importe, mais vous avez cette volonté minoritaire d'être finalement inclus dans le collectif général. Reste à savoir la forme que tout cela prendra et qui saura y résister. Alors bien entendu, la critique de l'annihilation de l'individu au profit du collectivisme est transparente. Zamiatine est un homme qui vit en URSS et où le je disparaît au profit du nous. Et avant que le peuple n'en souffre réellement, c'est bien entendu l'artiste qui, le premier, refuse de se voir nié et réduit à un numéro. C'est le combat de la créativité contre la fonction assignée et le retour infini car nécessaire de la révolution éternelle dont l'auteur constate en 1920, en tout cas pour la révolution bolchevique, l'élan retombé, et une révolution qui finalement a été confisquée par une petite clique de fonctionnaires du coup d'État. Mais prédire l'éternité des révolutions dans le monde fini et parfait du bolchevisme, eh bien c'était prendre un risque que Zamiatine, quelque part, a assumé par cette interdiction d'exercer, puis cet exil en France. Ce qui, moi, m'a attiré vers l'œuvre plus que vers d'autres, eh bien, c'est qu'elle est un effort de l'imaginaire, certes, mais par le constat du présent vécu, à l'inverse, à mon sens, d'un Orwell ou d'un Huxley qui anticipe les évolutions d'un monde qui n'est pas forcément tout à fait le leur. Pour Zamiatine, c'est déjà une expérience de vie, lui qui, au quotidien, eh bien, est un citoyen de la Russie soviétique, ou des républiques socialistes soviétiques, peu importe. Voilà donc pour cette présentation de nous autres, peu importe le titre que vous lui donnerez, et que vous trouverez chez votre libraire favori, ou sur les grands sites de vente en ligne. Donc livre très intéressant, qui a des défauts, qui est un roman, n'est pas le plus grand roman jamais écrit, mais qui a pour lui eh bien, ce caractère de précurseur, et je trouve cet aspect peut-être moins imaginaire que chez d'autres auteurs qui anticipent le futur, parce que pour lui, pour Zamiatine, le futur, quelque part, eh bien, c'est déjà le présent. Terminons comme d'habitude par une phrase et une note. Je vous cite la phrase. Au premier envoi, une dizaine de numéros de notre chantier qui bagnaudaient par là se sont retrouvés sous la tuyère. Il n'est rien resté d'eux,
sauf quelques miettes et de la suie. Je peux attester ici avec fierté que cet incident n'a pas retardé notre travail d'une seconde. Vous voyez donc cet homme devenu fourmi. Et quant à la note, eh bien ce sera forcément des 503 sur 10. Voilà qui conclut pour ce soir. Alors le programme de la semaine à venir. Mercredi, donc pas de réception puisque décalage avec Skyros, donc il reviendra un petit peu plus tard. Donc pas de réception prévue, pas de, comment dirais-je, déplacement possible d'une tier list parce que c'est une tier list à plusieurs qui nous attend par la suite. Donc je peux pas imposer ça à d'autres personnes qu'à moi-même. Donc je pense que je ferai un petit peu de Verdun. Vendredi, nous continuons notre partie d'Hearts of Iron 4 sur le mode Kaiserreich. Ce sera la deuxième partie et donc la Grande Guerre, enfin la Seconde Guerre mondiale, qui commencera. Et dimanche, nous parlerons peste et cheminement de la peste à travers le monde et l'histoire. Donc voilà pour le programme de la semaine. Si vous avez quelque chose à laquelle je pense rarement. Je réfléchissais à ça il y a peu, mais si vous avez des opinions ou des réclamations ou des idées, n'hésitez pas à me les transmettre, soit sur des livres à présenter, soit sur la forme de la chose, soit même sur l'esthétique. Alors ne me demandez pas de doubler toutes mes vidéos avec l'accent africain comme ça là tout le temps, je vais pas faire l'accent africain dans mes vidéos, ça n'aurait pas de sens. Par contre, si vous avez des envies, des remarques, si vous pensez à des choses qui pourraient améliorer votre expérience en tant qu'auditeur, en tant que participant, eh bien, n'hésitez pas. Comme d'habitude, d'ailleurs, les participations sont toujours ouvertes pour les réceptions de l'ambassade. Donc là-dessus aussi, soyez tentés par la chose. Mais oui, c'est une chose dans l'aspect communautaire, parce que c'est vrai que n'ayant pas d'Instagram, de Facebook, de machin, aucun réseau, utilisant assez peu les annonces, si ce n'est pour avertir d'une modification ou d'une absence. J'ai pas forcément de contact au-delà de Discord, où effectivement on est quand même une bonne soixantaine et on peut échanger. Si en tant qu'auditeur et non participant au Discord, vous avez des envies et des observations quelconques, n'hésitez pas à faire des retours, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, faites-le, ne craignez rien, si vous avez envie de le faire, il n'y a aucun problème. D'ici là, écoutez, je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous dis à bientôt.